Je pensais être une bonne mère parce que je ne m'arrêtais jamais. Parce que je faisais toujours quelque chose. Il y avait toujours une liste dans ma tête. Des choses à préparer, à organiser, à anticiper. Je me levais tôt. Je me couchais tard. Et entre les deux, je courais. Je courais pour que rien ne manque. Pour que tout soit prêt. Pour que mes enfants ne ressentent jamais ce que moi j'avais ressenti plus jeune. Je croyais que l'amour se mesurait à l'effort. Chaque journée était remplie. Pas de pauses inutiles. Pas de temps mort. Je préparais les repas. Je vérifiais les devoirs. Je répondais aux messages de l'école. Je pensais aux vêtements, aux rendez-vous, aux choses à ne pas oublier. J'étais fatiguée, mais fière. Je me disais que c'était ça, être une mère responsable. Mes enfants ne manquaient de rien. Ils mangeaient à leur faim. Ils étaient propres. Ils allaient à l'école. Je croyais que c'était suffisant. Je ne me rendais pas compte que, pendant que je faisais tout, je n'étais presque jamais immobile avec eux. Il y avait toujours quelque chose à faire après. Toujours une tâche suivante. Quand ils me parlaient, je les écoutais. Mais en pensant à autre chose. À ce qu'il fallait encore terminer. À ce que je risquais d'oublier. Je répondais. Je réagissais. Mais je n'étais pas vraiment là. Je pensais que ça ne se voyait pas. Les enfants sont adaptables, me disais-je. Ils comprennent quand on fait de son mieux. Je croyais que l'amour maternel se transmettait naturellement, sans avoir besoin d'attention consciente. Je croyais que ma présence physique suffisait. Les journées passaient vite. Les semaines aussi. Je voyais mes enfants grandir, mais j'avais l'impression de ne jamais avoir le temps de les regarder vraiment. Le soir, quand ils allaient se coucher, je ressentais parfois un pincement. Un sentiment étrange. Comme si quelque chose m'avait échappé. Je mettais ce sentiment de côté. Je me disais que c'était la fatigue. Je ne voulais pas m'arrêter sur cette sensation. S'arrêter, c'était risquer de voir quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai trouvé la maison silencieuse. Pas un silence paisible. Un silence lourd. Les enfants étaient dans leur chambre. Porte fermée. Je me suis dit qu'ils étaient fatigués. Ou occupés. Je n'ai pas insisté. J'ai continué ma routine. Je préparais le dîner quand l'un d'eux est passé dans la cuisine. Il ne m'a pas regardé. Il n'a rien dit. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a répondu bien. Ce mot revenait souvent. Trop souvent. Je n'ai pas posé de questions supplémentaires. Je me suis dit qu'il parlerait s'il en avait envie. Je n'avais pas compris que certains enfants arrêtent de parler quand ils ont l'impression que personne n'a vraiment le temps d'écouter. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des détails. Des petites choses. Il passait plus de temps seul. Il se confiait moins. Il semblait plus calme, mais pas apaisé. Je mettais ça sur le compte de l'âge. Des phases normales. Je continuais à faire ce que je savais faire. Organiser. Prévoir. Gérer. Je croyais que c'était ma force. Je ne voyais pas que c'était aussi ma fuite. Un soir, alors que je rangeais le salon, j'ai trouvé un dessin sous la table. Un dessin simple. Une famille. Des personnages alignés. Je me suis reconnue immédiatement. Je reconnaissais les enfants. Mais quelque chose m'a frappée. J'étais dessinée plus loin. Plus petite. Pas absente. Mais éloignée. Je suis restée là, le dessin à la main, sans comprendre pourquoi cela me dérangeait autant. Je me suis dit que je surinterprétais. Que les enfants dessinent parfois sans réfléchir. Mais cette image est restée avec moi. Plus tard dans la soirée, l'un de mes enfants est venu me demander si je pouvais m'asseoir un moment avec lui. Juste un moment. J'ai regardé l'heure, puis la vaisselle, puis la liste mentale. Je lui ai dit dans 5 minutes. Il a hoché la tête. Il est reparti. Quand j'ai fini ce que je faisais, je suis allée dans sa chambre. Il dormait déjà. Ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vraiment laissé entrer. Une sensation de décalage. Je faisais tout. Mais je ratais peut-être l'essentiel. Je me suis assise sur le bord du lit. Je l'ai regardé dormir. Je me suis demandé depuis quand il avait arrêté de m'attendre. Cette question m'a fait peur. Je n'avais jamais voulu être une mère absente. Je n'avais jamais voulu passer à côté de mes enfants. Et pourtant, sans m'en rendre compte, j'avais peut-être confondu être occupée avec être présente. Je ne le savais pas encore, mais ce soir-là, quelque chose avait commencé à se fissurer en moi. Pas une culpabilité écrasante. Une prise de conscience fragile. Comme une lumière qui s'allume doucement dans une pièce que l'on croyait connaître. Après ce soir-là, je n'ai pas réussi à me débarrasser de cette sensation.
Elle revenait sans prévenir. Dans les moments les plus simples. Quand je préparais le petit déjeuner. Quand je les déposais à l'école. Quand je rangeais leurs affaires. Je faisais toujours autant. Mais quelque chose avait changé dans ma manière de ressentir. Je commençais à me demander si tout ce que je faisais répondait vraiment à ce dont ils avaient besoin. Je me surprenais à observer leurs réactions. Leur façon de me répondre. De me regarder. Je voyais des choses que je n'avais jamais vraiment remarquées. Des regards rapides. Des réponses courtes. Une certaine retenue. Je me disais que c'était sûrement passager. Que les enfants changent. Qu'ils grandissent. Mais au fond de moi, je sentais que cette explication était trop facile. Un matin, alors que je les accompagnais à l'école, l'un d'eux m'a demandé si je pouvais venir plus tôt le soir. Juste pour être là. Il ne parlait pas d'un événement précis. Pas d'un besoin urgent. Juste d'être là. Je lui ai répondu que je ferais de mon mieux. Comme je le faisais toujours. Mais cette fois, ces mots me semblaient insuffisants. Je réalisais que dire « je ferai de mon mieux » était devenu une manière élégante de repousser. Je n'avais jamais pris le temps de me demander comment ils vivaient mon absence émotionnelle. Je pensais que tant que je remplissais mon rôle, tout allait bien. Je pensais que l'amour maternel était évident, qu'il n'avait pas besoin d'être démontré. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu l'un de mes enfants rire dans sa chambre. Un rire discret, étouffé. Je me suis arrêtée. J'ai tendu l'oreille. Il parlait avec quelqu'un au téléphone. Une amie. Il racontait sa journée. Il racontait des choses qu'il ne m'avait pas dites. Ce n'était pas grave. Mais cela m'a fait quelque chose. Je me suis demandé quand il avait cessé de me raconter spontanément sa journée. Je me suis rendu compte que je lui posais souvent des questions fermées. Ça va? Tout s'est bien passé. Et que ses réponses étaient à la hauteur de mes questions. Courtes, rapides, sans profondeur. Je ne lui demandais pas comment il se sentait vraiment. Je lui demandais si tout allait bien. Et bien était devenu un refuge commode. Cette prise de conscience m'a accompagnée pendant plusieurs jours. Je me sentais partagée entre la culpabilité et la défense. Une partie de moi se disait que j'avais fait de mon mieux, que je n'avais jamais voulu mal faire. Une autre partie commençait à comprendre que les intentions ne suffisent pas toujours. Un après-midi, alors que j'étais seule à la maison, je me suis surprise à m'asseoir sans rien faire. Juste m'asseoir. Cela ne m'arrivait presque jamais. J'ai laissé le silence s'installer. Et dans ce silence, j'ai pensé à moi, à la femme que j'étais devenue. Je me suis demandé quand j'avais commencé à me définir uniquement par ce que je faisais pour les autres. Je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais autorisée à ralentir. Parce que ralentir me donnait l'impression de faillir. J'avais appris très tôt que l'amour se prouvait par l'effort, par la disponibilité, par le sacrifice. Je n'avais jamais appris que l'amour se nourrit aussi de présence. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin de me situer dans cette histoire, de me reconnaître. Je m'appelle Sarah, et pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur en tant que mère se mesurait à ce que je faisais, pas à la manière dont j'étais là. Dire mon prénom dans ce contexte m'a fait quelque chose, comme si je sortais de mon rôle pour me regarder de l'extérieur. Je n'étais pas seulement une mère occupée. J'étais une femme fatiguée, sincère, mais déconnectée. Les jours suivants, j'ai essayé de changer certaines choses. Pas tout, pas d'un coup. J'ai commencé par m'asseoir avec eux sans raison particulière, sans téléphone, sans tâche en tête. Au début, c'était étrange. Ils ne savaient pas toujours quoi dire. Moi non plus. Nous étions comme des étrangers apprenant à se retrouver. Je me suis rendu compte que je ne savais plus comment être simplement là, sans objectif, sans utilité. Et pourtant, ces moments maladroits étaient précieux. Un soir, l'un d'eux m'a raconté quelque chose qui s'était passé à l'école. Pas un grand événement, un détail. Je l'ai écouté jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans corriger. Quand il a terminé, il m'a regardé comme s'il attendait quelque chose. Je lui ai simplement demandé comment il s'était senti. Il a réfléchi, puis il a répondu. Cette réponse m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Je comprenais que je n'avais pas perdu leur confiance, mais que je l'avais laissé en suspens. Je réalisais aussi que changer allait demander de renoncer à certaines habitudes qui me rassuraient. Être occupée me donnait l'impression de contrôler. Être présente me demandait de lâcher prise. Ce n'était pas facile. Il y avait des soirs où je retombais dans mes anciens réflexes, où je me levais dès qu'un silence s'installait. Mais maintenant, je le voyais. Je savais ce que je faisais. Et cette conscience changeait tout.
Je ne cherchais plus à être parfaite. Je cherchais à être honnête. Honnête avec eux, mais aussi avec moi-même. Je commençais à comprendre que mes enfants n'avaient pas besoin d'une mère toujours efficace. Ils avaient besoin d'une mère disponible émotionnellement. Cette idée me faisait peur, parce qu'elle me confrontait à mes propres manques. Mais elle me donnait aussi une direction. Je ne savais pas encore jusqu'où ce chemin me mènerait. Je ne savais pas si je pourrais réparer tout ce qui avait été manqué. Mais je savais une chose. Je ne voulais plus confondre aimer et faire. Et pour la première fois, je me sentais prête à apprendre une autre manière d'être mère. Ce qui m'a le plus dérangé dans cette période, ce n'était pas ce que je découvrais chez mes enfants. C'était ce que je découvrais chez moi. Je réalisais que j'avais construit toute mon identité autour de l'idée d'être utile. Nécessaire. Indispensable. Je savais organiser, anticiper, résoudre. Mais je ne savais plus simplement être. Les enfants, eux, semblaient s'adapter à ce changement avec une prudence silencieuse. Ils ne posaient pas beaucoup de questions. Ils observaient. Je sentais qu'ils attendaient de voir si cette nouvelle version de moi allait durer. Un soir, alors que nous étions tous les trois dans le salon, j'ai proposé de jouer à un jeu. Sans raison particulière. Ils ont échangé un regard. Puis ils ont accepté. Nous nous sommes assis par terre. Le jeu était simple. Rien d'extraordinaire. Mais ce moment avait quelque chose de différent. Je n'étais pas pressée. Je ne pensais pas à la suite. Je les regardais vraiment. Je remarquais leurs expressions, leur concentration, leur manière de réagir. Je me suis rendu compte que cela faisait longtemps que je n'avais pas observé mes enfants sans être en train de faire autre chose en même temps. À un moment, l'un d'eux a triché. L'autre s'en est plaint. Avant, j'aurais immédiatement réagi, corrigé, rétabli l'ordre. Cette fois, j'ai attendu. Je les ai laissés régler cela entre eux. Ils ont discuté, un peu maladroitement. Puis ils ont trouvé un accord. Ce petit moment m'a frappé. Je comprenais que mon besoin de contrôle avait parfois étouffé leur espace. Je croyais protégée. Je l'imitais. Les jours suivants, j'ai essayé de continuer dans cette direction. Laisser plus de place. Être moins directive. Mais ce n'était pas naturel pour moi. Il y avait des moments où je sentais l'ancienne Sarah vouloir reprendre le dessus. Celle qui savait mieux. Celle qui allait plus vite. Je devais constamment me rappeler pourquoi j'essayais de changer. Un après-midi, alors que je pliais du linge dans le salon, l'un de mes enfants s'est assis près de moi. Sans parler, je continuais ce que je faisais. Puis je me suis arrêtée. J'ai posé le linge. Je me suis tournée vers lui. Je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il a haussé les épaules. Avant, j'aurais repris mon activité en pensant qu'il parlerait s'il en avait envie. Cette fois, je suis restée. Le silence s'est installé. L'eau. Puis il a commencé à parler. Il m'a raconté qu'il se sentait parfois inutile, qu'il avait l'impression que je faisais tout mieux que lui. Ces mots m'ont bouleversé. Je n'avais jamais imaginé que mon efficacité puisse lui donner ce sentiment. Je lui ai demandé pourquoi il pensait cela. Il m'a répondu que je faisais toujours tout à sa place, que je corrigeais souvent, que je décidais vite. Je me suis sentie coupable. Mais surtout, j'ai ressenti une tristesse profonde. Je comprenais que, dans ma volonté de bien faire, j'avais parfois laissé peu de place à leurs propres expériences. Je lui ai dit que je n'avais jamais voulu lui donner cette impression, que je croyais l'aider. Il m'a répondu qu'il le savait, mais que parfois, il aurait aimé essayer seul. Cette conversation m'a accompagnée longtemps. Je me rendais compte que l'amour peut parfois prendre trop de place, au point d'empêcher l'autre de grandir. Le soir, en me couchant, je repensais à toutes ces années où j'avais agi sans me poser de questions, sans remettre en cause ma manière d'aimer. Je me disais que j'avais fait de mon mieux avec ce que je savais. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester là. Les enfants grandissent, et ce que l'on ne change pas finit par devenir une habitude difficile à corriger. Un jour, l'un d'eux est rentré de l'école contrarié. Il avait eu un désaccord avec un camarade. Il s'est installé à table et m'a raconté ce qui s'était passé. Je l'ai écouté sans intervenir. Quand il a terminé, il m'a regardé. Il attendait mon avis. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, lui. Il a été surpris. Il a réfléchi. Puis il m'a répondu. Cette réponse était imparfaite, mais elle était la sienne. Je lui ai dit que je lui faisais confiance pour gérer la situation. Il a souri. Ce sourire m'a donné l'impression que quelque chose se rééquilibrait. Je ne devenais pas une mère absente. Je devenais une mère différente.
Cette distinction était importante. Je n'avais pas besoin de disparaître pour leur laisser de la place. J'avais besoin de reculer légèrement. Ce processus était inconfortable. Il me confrontait à mes propres peurs. La peur de ne plus être indispensable. La peur de perdre ma valeur. Je comprenais que ces peurs n'avaient rien à voir avec mes enfants. Elles parlaient de moi, de la femme que j'étais devenue à force de toujours faire passer les autres avant moi. Je me rendais compte que je ne m'étais jamais vraiment demandé ce dont j'avais besoin, moi. J'étais tellement occupée à être une bonne mère que j'avais oublié d'être une personne entière. Cette prise de conscience m'a fait vaciller. Mais elle m'a aussi donné une forme de liberté. Si je pouvais changer ma manière d'être avec mes enfants, je pouvais peut-être aussi changer ma manière d'être avec moi-même. Les jours passaient. Les moments de présence devenaient plus fréquents, plus naturels. Les enfants parlaient davantage. Pas tout le temps, mais plus librement. Je sentais que quelque chose se reconstruisait doucement. Pas une relation parfaite, une relation plus vraie. Je savais que je n'étais qu'au milieu du chemin. Je savais aussi que je ne pourrais pas effacer les années passées à courir. Mais je pouvais choisir comment être là maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne cherchais plus à remplir chaque instant. Je cherchais à les habiter. Ce qui est difficile avec le changement, ce n'est pas de commencer. C'est de continuer quand l'enthousiasme disparaît. Après les premières semaines, la vie a repris son rythme habituel. Les obligations, les imprévus, la fatigue. Je sentais l'ancienne version de moi tenter de revenir, doucement, sans bruit. Pas comme une erreur brutale, plutôt comme une tentation familière. Il y avait des jours où je me réveillais déjà épuisée, avant même que la journée commence. Ces jours-là, être présente demandait un effort que je n'avais pas toujours. Je me surprenais à vouloir replonger dans ce que je connaissais bien. Faire, organiser, remplir le temps, parce que faire me donnait l'impression d'avancer, alors que rester me demandait de ressentir. Un matin, tout est allé trop vite. Le réveil avait sonné en retard. Les enfants étaient pressés. Moi aussi. J'ai recommencé à parler vite, à donner des instructions, à corriger. Je voyais leur visage se refermer. Mais je continuais, parce que je n'avais pas le temps de ralentir. Quand la porte s'est refermée derrière eux, le silence m'a frappé de plein fouet. Pas un silence paisible, un silence accusateur. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ressenti cette vieille sensation. Celle de courir sans savoir pourquoi. Je me suis demandé si j'étais vraiment capable de changer, ou si ce que je vivais n'était qu'une parenthèse. Cette question m'a fait peur, parce que si je n'y arrivais pas, cela voulait dire que je devais accepter une vérité inconfortable. Aimer ne suffit pas toujours. Je passais la journée avec ce poids dans la poitrine. Le soir, les enfants sont rentrés. Ils étaient calmes, un peu trop. Je leur ai demandé comment s'était passée leur journée. Ils ont répondu correctement, mais quelque chose manquait. Je reconnaissais maintenant cette absence. Elle n'était pas bruyante. Elle était retenue. Je me suis sentie découragée. J'avais l'impression de revenir en arrière, de gâcher les progrès. Après le dîner, l'un d'eux m'a demandé si je pouvais rester avec lui un moment. Juste un moment. J'ai regardé l'horloge, puis la vaisselle, puis mon corps fatigué. L'ancienne Sarah aurait dit « Après ». Cette fois, j'ai respiré profondément. Je me suis assise. Je n'avais pas d'énergie particulière. Je n'avais pas envie. Mais j'étais là. Il ne parlait pas beaucoup. Il était juste contre moi. Et dans ce silence partagé, j'ai compris quelque chose de fondamental. La présence n'exige pas toujours d'être au meilleur de soi-même. Elle demande seulement de ne pas partir. Je n'avais pas besoin d'être disponible avec le sourire. J'avais besoin de rester. Ce soir-là, j'ai compris que le changement ne serait pas linéaire, qu'il y aurait des jours de recul, des jours de fatigue, des jours de doute. Mais cela ne voulait pas dire que tout était perdu. Je me rendais compte que je m'étais longtemps imposé un idéal impossible, celui d'une mère parfaite, toujours forte, toujours efficace. Cet idéal m'avait épuisé, et il m'avait éloigné de mes enfants, parce que mes enfants n'avaient pas besoin d'un modèle. Ils avaient besoin d'une présence humaine. Le lendemain, j'ai parlé avec eux. Pas pour m'excuser longuement, pas pour expliquer. Je leur ai simplement dit que parfois, je me trompais, que parfois, j'allais trop vite, mais que j'apprenais. Ils ont écouté, sans juger. L'un d'eux m'a dit que ça allait, que lui aussi, parfois, il faisait des erreurs. Cette réponse m'a émue.
Je comprenais que montrer mes limites ne les fragilisait pas. Au contraire, cela leur montrait qu'ils avaient le droit d'être imparfaits eux aussi. À partir de ce moment-là, quelque chose s'est apaisé en moi. Je n'essayais plus d'être une mère différente chaque jour. J'essayais d'être une mère consciente. Quand je sentais l'urgence monter, je m'arrêtais quelques secondes. Je respirais. Je choisissais. Parfois, je choisissais mal. Mais je revenais. Les enfants commençaient à me faire davantage confiance. Pas parce que je faisais mieux, mais parce que j'étais plus vrai. Je voyais aussi mes propres résistances. Cette peur de ne plus être indispensable. Cette peur de perdre mon rôle. Je comprenais que mon rôle ne disparaissait pas. Il évoluait. Je n'étais plus celle qui faisait tout à leur place. J'étais celle qui les accompagnait. Cette transition était inconfortable, mais elle me donnait une sensation nouvelle. Je me sentais moins tendue, moins pressée. Je commençais à accepter que je ne pouvais pas contrôler chaque instant de leur vie, et que ce n'était pas mon rôle. Un soir, alors que je rangeais la maison, je suis tombée sur le dessin que j'avais trouvé sous la table quelques semaines plus tôt. Je l'ai regardé différemment. Je n'y ai plus vu un reproche. J'y ai vu un message. Un appel silencieux à me rapprocher. Je l'ai rangé soigneusement. Pas pour l'oublier. Pour m'en souvenir. Je savais que le chemin n'était pas terminé. Je savais qu'il y aurait encore des moments de doute. Mais je savais aussi que je ne voulais plus revenir en arrière. Je ne voulais plus être une mère occupée et absente. Je voulais être une mère présente et imparfaite. Et pour la première fois, cette idée ne me faisait plus peur. Elle me soulageait. Je n'ai pas transformé ma vie du jour au lendemain. Je n'ai pas soudainement trouvé l'équilibre parfait. La vérité, c'est que je continue encore d'apprendre. Mais quelque chose d'essentiel avait changé en moi. Je ne mesurais plus mes journées à tout ce que j'avais accompli. Je les regardais à travers ce que j'avais partagé. Il y avait encore des listes, des obligations, des moments de fatigue. Mais elles ne prenaient plus toute la place. Je me surprenais parfois à rester assise sans rien faire, à regarder mes enfants jouer, à écouter leurs conversations. Avant, j'aurais trouvé cela inutile. Aujourd'hui, je savais que c'était précieux. Je voyais mes enfants autrement, pas comme des responsabilités à gérer, mais comme des personnes à rencontrer. Ils me parlaient davantage, pas toujours de choses importantes, souvent de détails. Et je comprenais que ces détails étaient leur manière de se rapprocher. Un soir, l'un d'eux m'a demandé si je pouvais rester un peu plus longtemps dans sa chambre. Pas pour parler, juste pour être là. Je me suis allongée à côté de lui. Je n'ai rien dit. Il s'est endormi en tenant ma main. Ce geste simple m'a profondément touchée. Je me suis rendu compte que, pendant longtemps, j'avais cru devoir mériter l'amour de mes enfants par l'effort, alors qu'ils l'offraient naturellement, sans condition. Je comprenais aussi que mon besoin d'être toujours occupé cachait autre chose. Une peur du vide, une peur de ralentir. Ralentir m'obligeait à ressentir, à écouter mes propres émotions. Et ce n'était pas toujours confortable. Mais je commençais à accepter cela. Je n'étais pas seulement une mère. J'étais une femme qui apprenait à être présente. Cette prise de conscience avait des effets inattendus. Je me sentais moins tendue, moins coupable. Je cessais de me juger sévèrement pour chaque imperfection. Je comprenais que mes enfants n'avaient pas besoin que je sois irréprochable. Ils avaient besoin que je sois vraie. Un jour, alors que nous étions ensemble dans le salon, l'un d'eux m'a dit qu'il aimait quand je m'asseyais avec eux sans rien faire. Qu'il avait l'impression que j'étais vraiment là. Ces mots m'ont ému, parce qu'ils validaient ce que je commençais à ressentir intérieurement. Je n'avais pas perdu mon rôle de mère en ralentissant. Je l'avais enrichi. Je me rendais compte que l'amour ne se prouve pas toujours dans le sacrifice. Il se manifeste souvent dans l'attention. Être là quand on pourrait faire autre chose. Écouter quand on pourrait corriger. Attendre quand on pourrait imposer. Je repensais souvent à cette période où je faisais tout sans jamais m'arrêter. À cette fierté que je ressentais en étant toujours occupée. Je ne la reniais pas. Elle faisait partie de moi. Mais je savais maintenant qu'elle ne suffisait pas. Mes enfants grandissaient. Et je voulais grandir avec eux. Pas à côté. Pas en courant derrière. Avec eux. Je savais aussi que le temps perdu ne reviendrait pas. Que certaines absences laisseraient toujours une trace. Mais je refusais de laisser cette pensée m'écraser. Je préférais me concentrer sur ce qui était encore possible. Chaque jour offrait une nouvelle occasion d'être présente. Même brièvement. Même imparfaitement. Je racontais cette histoire aujourd'hui non pas pour me juger, mais pour témoigner.
Parce que je sais que beaucoup de parents font de leur mieux, sans toujours voir ce qui manque. Parce que je sais que l'on peut aimer profondément, et pourtant passer à côté de l'essentiel. Je ne dis pas que j'ai trouvé la bonne manière d'être mère. Je dis simplement que j'ai appris à regarder autrement. Et parfois, regarder suffit à tout changer. Leçon de l'histoire. Faire beaucoup pour ceux qu'on aime ne remplace jamais le fait d'être réellement présent. Question pour vous. Pensez-vous qu'on confond parfois aimer et être occupé pour les autres? Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire ce que vous en avez retenu. Aimez la vidéo et abonnez-vous à Écho de la vie pour découvrir d'autres histoires qui font réfléchir.